Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Rouen et c'est au Miroir de Clio, une émission d'histoire de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. Au micro, Luc Dérault. L'émission est diffusée 1 à 2 fois par mois le dimanche entre 10h et 11h. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio, radiocampusrouen.fr. Et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission, en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé au Miroir de Clio. Aujourd'hui, c'est le 8e numéro de la 4e saison d'Au Miroir de Clio. Pour la 4e fois cette année, nous enregistrons l'émission en dehors de nos studios de Mont-Saint-Aignan. Nous sommes à Giverny, au musée des Impressionnismes, et nous avons le grand plaisir d'accueillir à notre micro le directeur général du musée, Frédéric Franck. Bonjour à vous. Bonjour. Alors nous parlerons, Frédéric Franck, avec vous dans la deuxième partie de cette émission de l'exposition qui se tient au musée depuis la fin mars, je crois que c'était le 24 mars, et jusqu'au 2 juillet 2017, une exposition qui s'intitule Tintamarre avec un point d'exclamation, instruments de musique dans l'art 1860-1910. Alors on pourrait peut-être néanmoins commencer un peu par présenter le musée que vous dirigez, un musée qui est situé finalement à quelques mètres de la maison et des jardins de Claude Monet. L'histoire du musée remonte aux années 90, c'est ça, du XXe siècle? Oui, tout à fait. On peut même commencer l'histoire en 1986, quand l'homme d'affaires et diplomate américain Daniel Terra met le pied, si on peut dire, à Giverny, 100 ans après ses illustres prédécesseurs de la colonie américaine d'artistes qui étaient présentes autour de Claude Monet à Giverny. C'est un homme d'affaires qui est devenu un collectionneur d'impressionnisme américain, mais de peinture américaine en général, et qui va petit à petit acheter des terrains et des propriétés à Giverny et décider que c'est l'un des seuls endroits au monde, avec Chicago où il a le siège de sa fondation, où il pourrait ouvrir un musée. Parce que pour lui, le fait que ce soit Giverny, que ce soit l'histoire de la colonie américaine d'artistes, c'est un symbole très fort. Et il inaugure en 1992, le 1er juin 1992, le musée d'art américain Giverny. Alors, il n'y a pas deux Giverny, c'est resté d'ailleurs dans l'appellation actuelle du musée. Musée d'art américain Giverny, qui pendant 16 ans va explorer l'art américain à travers l'impressionnisme, mais également à travers d'autres artistes. Il y a eu une exposition Hopper à Giverny qui a été formidable et qui a marqué les esprits. Ils vont explorer l'histoire de l'art américain et essayer de faire la promotion de l'art américain ici à Giverny, dans le village de Claude Monet. Mais donc avec un système d'exposition, de colloques, enfin c'était surtout ça qui était organisé? Oui, la fondation Terra qui avait été créée est une fondation qui a réuni d'éminentes compétences scientifiques autour de l'art américain, qui produisait énormément de catalogues de qualité, de publications, qui faisait des résidences d'artistes et d'historiens d'art, qui en fait toujours d'ailleurs à Giverny, et qui, à travers les expositions, explorait différentes facettes de l'art américain et essayait toujours d'être défricheur en la matière. D'accord. Alors, donc, il y a un changement qui, finalement, est somme toute assez récent. À la fin des années 2000, on change complètement. C'est la naissance du musée des impressionnismes. Et dans quelles circonstances exactement, Frédéric Franck? Dès 2007, la Fondation Terra avait annoncé qu'elle décidait d'arrêter de gérer des musées. Il y avait deux musées, donc, comme je l'ai dit, un à Chicago, un à Giverny. La Fondation Terra décide de se retirer de cette gestion de musée pour se concentrer sur la promotion de l'art américain par d'autres moyens qui sont plutôt d'aider d'autres musées, des musées existants à parler d'art américain. Donc le musée d'art américain Giverny se retrouve potentiellement dès l'année 2009 comme pouvant être une coquille vide, complètement vide. Un certain nombre de décideurs locaux vont se mobiliser avec beaucoup d'énergie pour ne pas laisser les choses en l'état et faire en sorte que succède dans cet écrin du musée d'art américain un nouvel établissement, un nouveau projet autour, cette fois, de l'impressionnisme. Donc le musée d'art américain cède sa place
en avril 2009 au musée des impressionnismes Giverny, qui ne pouvait pas être un musée Claude Monet parce que déjà d'une part les Américains sont partis avec leur collection et c'est ce qui est bien normal, et donc il n'y avait pas de collection dans ce lieu. Et acheter des œuvres de Monet, c'est quand même ce qu'il y a de plus compliqué aujourd'hui avec certains artistes contemporains ou Picasso. Mais voilà, donc ça ne pouvait pas être un musée Claude Monet non plus parce qu'il existait le musée Marmottan-Monet qui a récupéré le fonds d'atelier de Monet et qui, avec le musée d'Orsay, a une des plus belles collections dans le domaine. Donc il fallait ouvrir un peu, élargir le sujet, l'impressionnisme, mais pas seulement, parce que Monet, et surtout le Monet de Giverny, ça va au-delà de l'impressionnisme, ça ouvre des portes vers les mouvements qui ont suivi Monet, vers même l'art contemporain, et puis il fallait pouvoir aussi étudier un peu ce qui s'était passé avant. Donc le nouveau projet est né, le musée des impressionnismes Giverny avait vocation à étudier l'impressionnisme et ses suites, et tout ce qui l'entoure. Donc le pluriel compte des impressionnistes. Le barbarisme est totalement volontaire et assumé, c'est-à-dire qu'en gros, le propos scientifique du musée part du principe que déjà, l'impressionnisme en soi, c'est très difficile à définir, même si on peut parler d'artistes qui, entre 1874 et 86, ont participé aux expositions dites impressionnistes et qui ont récusé l'usage du noir, procédé par de touches de couleur pure. Enfin, on peut donner un certain nombre de définitions, mais toutes ces définitions sont tellement restrictrices qu'elles vont exclure de fait des artistes qu'on considère comme impressionnistes, plus ou moins. Et donc, déjà, en soi, l'impressionnisme c'était une gageure de pouvoir définir ce terme. Et puis en fait, il y a énormément de connexions avec d'autres mouvements autour ou d'autres artistes, d'autres styles. Et voilà, ce néologisme, c'était effectivement assumé complètement pour pouvoir englober un peu toute cette galaxie, cette nébuleuse aux contours très, très flous, mais qui représente, qui signifie quelque chose dans l'histoire de l'art. Alors, le musée a changé de nom donc, en 2009, mais on est resté dans le même bâtiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce bâtiment, qui est un bâtiment, somme toute, assez récent? Le bâtiment, il a pu être construit grâce à une architecture semi-enfouie, parce qu'effectivement, il fallait respecter l'harmonie générale du village de Giverny. Et du coup, ça a donné naissance à quelque chose d'assez beau et de noyé dans la végétation. Il y a d'une part le cabinet d'architectes Reichen et Robert qui a conçu le musée en s'inspirant d'un certain nombre de musées existants. L'architecte Philippe Robert disait souvent que le musée d'Oakland en Californie l'avait beaucoup inspiré avec un mélange de pierre, de béton et de bois comme ça qui est sur un seul niveau, voire avec des niveaux souterrains. Effectivement, on peut trouver des parentés entre ce bâtiment et d'autres architectures muséales dans le monde. Et puis, à côté de ce bâtiment qui ne vieillit pas d'ailleurs, je trouve, tout à fait objectivement, il y a des musées qui ont été conçus dans les années 80-90 qui ont été marqués par les changements d'architecture. Celui-là, il reste assez moderne. Et à côté de ça, il y a aussi le jardin qui a été conçu par un paysagiste qui s'appelle Mark Rutkin. Et le jardin a été conçu comme un jardin qui prend le contre-pied du jardin de Monet et de sa végétation flamboyante qui part un peu dans tous les sens, qui joue sur le mélange des couleurs, le mélange des essences. Là, il a conçu un jardin avec des carrés de couleurs, des carrés thématiques, donc des carrés blancs, des carrés bleus, etc. Et c'est aussi un des très beaux éléments du musée. On y accède en passant par ce jardin qui est une belle surprise aussi. Oui, alors disons peut-être quelques mots sur le statut un peu du musée. C'est un établissement public de coopération culturelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour le profane? Qu'est-ce que ça implique, Frédéric Franck? Alors les EPCC sont des établissements, c'est un statut qui a été créé en 2002, relativement récent. Ce sont des établissements en fait qui ne sont pas financés que par une seule collectivité, comme un musée municipal ou départemental ou même un musée national. Ce sont des établissements qui sont financés par plusieurs collectivités ensemble, qui est basé sur le principe de la coopération, comme le nom l'indique. Donc, chez nous, le département de l'Eure et la région Normandie sont les principaux contributeurs, mais il y a à leur côté le département de Seine-Maritime, la ville de Vernon et la communauté d'agglomération Seine-Normandie Agglomération. Maintenant, elle s'appelle comme ça. Avant, c'était la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure.
eh bien, ces collectivités travaillent ensemble pour faire avancer le musée, participent à un conseil d'administration et peuvent faire entrer des partenaires. Il y a une vraie approche partenariale, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble en réfléchissant à comment aussi le musée peut impacter le territoire et travailler en lien avec d'autres musées. Donc ça donne vraiment une approche partenariale, coopérative très forte. Et tout le poids du financement du musée ne repose pas sur les épaules d'une seule collectivité. Donc c'est également une façon de fonctionner très intéressante et très stimulante. Alors, vous en êtes le directeur général. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous faites enfin, en tant que directeur général? Votre quotidien, qu'est-ce que c'est? Je fais des choses très générales. Non, le directeur général, je prends souvent, pour donner un peu de consistance à ça, je prends souvent des métaphores ou des parallèles avec d'autres professions. C'est vraiment c'est vraiment comme le producteur d'un film ou le chef d'orchestre. C'est quelqu'un qui organise les grands équilibres entre les différents services du musée. Un musée, c'est une organisation somme toute assez complexe et dont il faut faire fonctionner ensemble des métiers parfois très différents. Et puis, c'est aussi lui qui va donner la ligne générale, aussi bien dans les perspectives d'évolution du musée sur son fonctionnement, ses budgets, ses travaux, ses ambitions. Il va fixer des objectifs et puis il va participer un peu à la ligne scientifique, même si c'est une compétence assez différenciée. Mais dans notre organisation, il y a une espèce de direction à deux têtes paritaire avec un directeur général et une directrice scientifique qui, elle, gère vraiment tout ce qui est du domaine de la conservation. Et c'est une très bonne organisation aussi. Et puis, la directrice scientifique, il y a une forme de porosité. La directrice scientifique s'intéresse évidemment aussi aux questions de budget et aussi aux questions d'objectifs. Et le directeur général a aussi un regard sur ce qui se passe du côté scientifique et discute de cette ligne. Ça représente combien de personnes, les gens qui travaillent dans Alors, il y a 29 permanents au musée. Et comme le musée connaît une ouverture saisonnière, on double presque le nombre de personnes qui travaillent au musée de fin mars à début novembre. Alors, le musée des impressionnismes est connu pour ses expositions, mais il a aussi, de plus en plus, c'est un petit peu neuf, des collections permanentes. On peut dire ça comme ça, Frédéric Franck? Pour créer une collection permanente, il y a trois moyens en fait. C'est soit d'acheter des œuvres, donc dès le début, pour marquer le coup et pour dire aussi l'ambition du musée, il y a eu des acquisitions qui ont été faites. La première acquisition du musée, c'est un dessin de Pierre Bonnard, qui a vécu à Vernon, à 5 km de Giverny, et qui représente Claude Monet et Marthe Bonnard dans la salle à manger de la maison de Monet à Giverny. C'est un dessin. Et ce dessin témoignait de l'amitié qui a lié pendant des années Monet et Bonnard. Et quelque part, il incarnait le fait que l'impressionnisme ne s'arrêtait pas à Monet, qu'il y avait d'autres mouvements qui gravitaient autour, d'autres artistes. Ça a été la première acquisition. Ensuite, la dernière qu'on a faite, la dernière grosse acquisition, c'est un parterre de Marguerite de Caillebotte, qui est une grande œuvre décorative, qui a été faite par l'artiste qui était aussi le mécène de Monet. Donc on tourne toujours un petit peu autour de Monet, même si on n'a pas des Monet. Après, l'autre moyen de faire entrer des œuvres dans une collection, c'est les donations. Et les donations, elles viennent soit de gens qu'on rencontre et qui aiment Giverny et qui aiment notre musée, soit de gens qui ont été touchés ou frappés par des expositions. Ça a été le cas avec un tableau de Maurice Denis qui nous a été donné suite à l'exposition qu'on a faite sur cet artiste par une descendante. Ça a été le cas d'un tableau de Luce, de Maximilien Luce, qu'on nous a donné suite à une exposition toujours sur l'artiste par pour le coup un descendant des voisins de Luce, mais qui était très proche de la famille. Et du coup, la dernière solution pour enrichir cette collection, c'est aussi de solliciter des dépôts. Et on a la chance d'avoir, avec cette approche partenariale, d'avoir pu développer la confiance soit de collectionneurs, soit d'artistes eux-mêmes, soit d'institutions qui acceptent de laisser en dépôt au musée de Giverny
un certain nombre d'œuvres. Alors des institutions comme le musée d'Orsay par exemple? Le musée d'Orsay est un membre fondateur et totalement indispensable au musée des impressionnismes Giverny. Il soutient surtout les expositions. À l'heure actuelle, il ne fait pas de dépôt pour la simple et bonne raison que la problématique qu'il peut y avoir pour le musée d'Orsay, qui ne compte presque que des chefs-d'œuvre, c'est qu'on a une ouverture saisonnière et que laisser en dépôt une œuvre pour qu'elle reste 5 mois et demi dans des réserves, ce ne serait pas forcément valoriser le patrimoine du musée d'Orsay. Mais par exemple, le FRAC de Normandie, qui est basé à Rouen, nous a mis en dépôt un très beau diptyque de l'artiste américaine John Mitchell, qui a vécu à Vétheuil, comme Monet d'ailleurs, et c'est à quelques kilomètres d'ici, et qui entre beaucoup en résonance avec les grands travaux des nymphéas de Monet. Donc voilà, ça fait partie de ces institutions qui nous ont fait ce plaisir-là. Alors, vous parliez des expositions qui font un peu la célébrité, enfin, du musée des impressionnismes. Alors, vous en avez cité quelques-unes. Est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas, depuis 2009, citer quelques expositions particulièrement marquantes, qui ont d'ailleurs à chaque fois, qui accueillent quand même un public assez nombreux, hein, qui vient bien sûr bien au-delà de la Normandie. Frédéric Franck. Aujourd'hui, on n'en tire aucune gloriole, c'est pas la guerre des chiffres, mais aujourd'hui, le musée des impressionnismes Giverny, sur l'année 2016, est le musée d'art le plus fréquenté de Normandie, devant nos collègues de Rouen et du Havre. Et parce qu'on se situe à Giverny, on bénéficie d'un flux de visiteurs assez incroyable, mais on a des expositions qui sont parmi les plus fréquentées, avec les 4 ou 5 gros musées en région. Si on exclut les musées nationaux ou les musées parisiens, on a en gros Lyon, Lille, Aix-en-Provence, Montpellier, et Giverny est juste derrière au niveau de ça représente combien de personnes à peu près? On a à peu près entre 110 et 130 000 visiteurs par exposition. Ce qui est considérable. Et donc, évidemment, les expositions marquantes du musée, moi, il y en a plusieurs que je retiens. J'ai vu un certain nombre d'expositions avant de prendre mes fonctions au musée. L'exposition inaugurale était dédiée à Monet, évidemment, on ne pouvait pas y échapper, sur l'invention d'un paysage. Alors, c'était une très belle exposition pour plusieurs raisons. Déjà, le fait qu'on inaugurait un musée sur l'impressionnisme, il y avait un certain nombre de prêteurs qui avaient concédé des prêts très importants autour de Monet. Ça ne se prête pas forcément si facilement que ça. Elle a été réalisée avec beaucoup de talent en un temps record, parce qu'on travaillait dessus en 2008, il fallait ouvrir en 2009. Une exposition prend souvent, surtout impressionniste, prend souvent 2 ou 3 ans à être montée, et là ça s'est fait en 1 an. C'était assez formidable. Et puis, globalement, voilà, elle imposait, elle venait couronner tout un ensemble de choses qui ont pu être dites ou écrites ou constatées au fil des expositions sur le fait que l'œuvre d'art chez Monet, c'était aussi son jardin, et que le terme d'invention d'un paysage était vraiment quelque chose qui venait synthétiser tout ce qu'on avait pu écrire sur Monet. Donc à ce niveau-là, c'était assez enthousiasmant d'emblée. Ensuite, il y a une très belle exposition en 2010 qui s'appelait l'impressionnisme au fil de la Seine. Je ne les citerai pas toutes les expositions, mais celle que je retiens aussi, c'est Bonnard en Normandie, parce que c'est toujours intéressant d'avoir une figure majeure de l'histoire de l'art qui est replacée comme ça dans un contexte local. Une très belle exposition Signac, parce que c'est aussi la grande spécialité de la directrice scientifique du musée des impressionnismes depuis son ouverture, et c'est une exposition de référence. Et puis on a énormément aimé aussi l'exposition Caillebotte, toujours conduite par Marina Ferretti, parce que elle a créé une forme d'enthousiasme, et on a eu un mécénat participatif pour acheter une œuvre de Caillebotte à l'issue de cette exposition qui a très bien fonctionné, et c'était impressionnant de voir l'appropriation d'un artiste sur lequel il y avait pourtant eu pas mal d'expositions depuis une dizaine d'années, et sur lequel on a permis de redécouvrir une facette de son travail. Et il y a eu quelque chose de très cohérent qui s'est dégagé de cette exposition entre le visiteur et l'artiste, entre ce que le musée a pu vivre comme expérience à ce moment-là. Donc c'est une partie de ce que je retiendrai de l'histoire du musée des impressions. Le principe, c'est 2 expositions par an, c'est ça? C'est ça, une exposition en général dure 3 mois et demi, et nous on est ouvert 6 mois et demi de l'année.
Et donc voilà, on s'organise pour faire 2 expositions par an. Alors, peut-être avant de terminer cette première partie, revenir un peu sur votre propre parcours à vous. Donc, vous dirigez ce musée depuis 2015, c'est ça, depuis le Oui, début? depuis janvier 2015. Oui. Et avant, vous aviez un parcours de directeur de musée. Enfin, quel est votre chemin vers Giverny, si j'ose dire? Il y a 2 particularités, c'est que au départ, je ne suis pas du tout historien d'art, spécialiste des musées. Et je suis arrivé, la première fois que j'ai mis les pieds dans un musée pour y travailler, c'était au musée du Louvre en 2003, où je me suis occupé de la programmation des concerts à l'auditorium du Louvre. C'était une porte d'entrée un peu bizarre, Ouais, et formidable. ça m'a passionné. Et j'ai commencé à vouloir travailler dans cet univers. Et puis après, quelques années après, j'ai pris ma première direction de site. On m'a donné ma chance sur une opportunité à la Citadelle de Belfort, Ah un oui. lieu chargé d'histoire. Et après, j'ai continué ma carrière en m'occupant d'un lieu qui mariait, pour le coup, musique et histoire, le mémorial de la Marseillaise à Marseille. Et ensuite, je me suis retrouvé à diriger le service des publics des musées municipaux de Marseille. Ça a développé aussi ma grande sensibilité à la réception par le public des expositions, de la présentation des collections qu'on peut faire. Et voilà, lorsque mon prédécesseur est parti pour le centre Pompidou-Metz, j'avais envie de revenir sur mes terres normandes. J'avais cette passion un peu dilettante pour l'impressionnisme, et j'avais cette passion depuis toujours pour Giverny, mais que je connais depuis très longtemps, et c'est un village dans lequel je suis très souvent allé, et je connaissais aussi les acteurs locaux des musées, et j'avais vraiment à cœur d'y aller, et j'ai créé un projet qui a convaincu le conseil d'administration du musée, et donc j'ai été recruté comme ça. Pour moi, c'est une chance extraordinaire parce que c'est un lieu formidable. Vous écoutez Au Miroir de Clio, l'émission d'histoire de Radio Campus Rouen. Aujourd'hui, Luc Dérault s'entretient avec Frédéric Franck, directeur général du Musée des Impressionnismes Giverny. Alors Frédéric Franck, on présentait un peu le Musée des Impressionnismes, mais là on va parler de l'exposition en cours, dont vous êtes le commissaire ou le co-commissaire, puisque vous êtes deux, une exposition qui s'intitule Tintamarre, avec un point d'exclamation, instruments de musique dans l'art, 1860-1910. Alors peut-être qu'on pourrait dire un mot du choix du titre de l'exposition, Tintamarre. Alors c'est un mot un peu étrange qui peut déconcerter. Pourquoi avez-vous choisi? Est-ce qu'il y a eu un débat, ce terme de tintamarre qui intrigue au départ? Oui, il y a eu du débat autour du terme de tintamarre parce que aujourd'hui on lui donne une connotation très péjorative de boucan, de raffut, de dissonance. Ce qui me plaisait dans le mot tintamarre, c'était l'idée de sources de bruit multiples, parce que c'est vraiment ce qui se passe dans cette fin du 19e siècle. C'est que les lieux de création et de performance musicale se multiplient, et le nombre d'instruments aussi, on y reviendra. Et puis, il y avait autre chose dans le mot tintamarre, c'était de revenir à ses origines. Ces origines, au mot tintamarre, elles sont assez festives. En fait, quand on regarde tintamarre dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, on voit que ça viendrait du XVe siècle, de la mare, qui est une pelle utilisée pour le labour, ou dans les travaux viticoles aussi, par les paysans, et que dans certaines régions, notamment dans le sud-ouest de la France, faire teinter la mare, taper sur sa pelle en métal avec une pierre, ça signifiait la fin du travail. Et effectivement, ça faisait un boucan formidable avec beaucoup de sources sonores différentes, mais c'était aussi un moment festif. Et quelque part, le tintamarre, dans son sens étymologique, il marque le début de la fête et le début de la civilisation des loisirs. D'accord. Troisième et dernière raison, effectivement, c'est un mot à la mode au XIXe siècle. On commence à utiliser d'ailleurs des termes
qui se réfère à la sonorité pour parler des œuvres d'art à ce moment-là. On parle des couleurs criardes, on parle de dissonance, de problèmes d'harmonie dans les œuvres d'art. Mais aussi, c'est le titre d'une revue satirique au XIXe siècle. Et j'ai eu beaucoup de mal à me détacher de la consultation à la Bibliothèque nationale de France de numéros de cette revue, Le Petit Tintamarre, qui est devenu ensuite Tintamarre, notamment un numéro où on parlait des instruments de musique en évoquant l'association entre la personnalité du musicien et l'instrument de musique dont il joue, qui est un peu une forme d'essentialisation typique du 19e siècle, où on réduit quelqu'un, dis-moi quel instrument tu joues, je te dirai qui tu es. Alors, si on essayait un peu de dégager l'axe problématique de votre exposition, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est une façon de creuser le lien entre peinture et musique, mais de quelle manière exactement, Frédéric Franck? Ce qui est intéressant, c'est que si on en revient aux fondamentaux, euh, la peinture, c'est l'art de la surface, c'est l'art de l'espace, et la musique, c'est l'art du temps. Et il se trouve qu'en cette fin de 19e siècle, la problématique du temps, elle n'est jamais vraiment sortie de l'histoire de l'art, mais elle devient centrale, parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. Il y a un renouveau de la scène de genre. Et la scène de genre, ça consiste à décrire l'univers contemporain. Et quand on sait que les instruments de musique se sont développés, se sont diversifiés, se sont diffusés dans la société à cette période-là, c'est pour ça qu'on a choisi des contours qui ne sont pas d'histoire de l'art, mais qui sont une chronologie d'un moment où les instruments de musique sont beaucoup plus diffusés dans la société et sont standardisés, sont des instruments de musique modernes qui sont très proches de ceux qu'on peut encore jouer aujourd'hui. Il y a un intérêt aussi sur l'idée de décrire, d'évoquer le temps qui passe dans la peinture, et notamment de donner l'idée de musique en peinture. Il y a des rencontres qui se font, des cercles artistiques et des affinités qui se créent entre un certain nombre de peintres et de compositeurs ou de musiciens, et évoquer le jeu musical, le passage du temps dans la peinture, de la même façon que les séries de Monet ou d'autres évoquent le passage du temps, ou que l'idée de chronophotographie qui peut être évoquée par un jeu sur les mouvements dans la peinture peut évoquer ce passage du temps. L'autre solution, c'est de suggérer le jeu du musicien, de suggérer l'écoute. Et il y a une véritable problématique qui se développe à ce moment-là autour de ça, qu'on n'a pas forcément à ce point-là dans l'histoire de l'art qui précède, et c'est pour ça que c'est vraiment l'idée de monde contemporain et d'instruments modernes qui nous a intéressés. C'est que les instruments de musique tels qu'ils apparaissent jusqu'à cette fin du 19e siècle dans l'histoire de l'art, ils ont souvent une vocation soit religieuse, la harpe de David, les orgues de Sainte-Cécile, des choses comme ça. Ils ont aussi une vocation allégorique, c'est la jeune fille au virginal qui joue en fait sous les yeux de son futur époux. Ou alors on est dans de l'anecdotique où on raconte une histoire, on déroule un fil, ça va être Watteau avec une sorte de moment de badinage amoureux accompagné à la guitare, enfin voilà. Là, cette fin du 19e siècle, elle se reconcentre sur la musique elle-même, elle se reconcentre sur les instruments, sur l'idée musicale, et donc c'est pour ça qu'on a écarté, il y a une persistance de la musique sacrée représentée en peinture, ou de versions plus allégoriques de la musique, mais globalement ce qui domine, et c'est un véritable foisonnement sans précédent, c'est vraiment cette idée de montrer, de donner à voir des scènes musicales, et de donner à voir des scènes musicales modernes, contemporaines, pas des scènes historiques dans le passé ou des scènes mythologiques, et pour elles-mêmes. Pour elles-mêmes, c'est ça. Donc c'est pour ça que vous répondiez presque par anticipation à mes questions sur comment dirais-je, à la fois la période chronologique retenue et puis certaines dimensions apparemment du sujet qui ont été un peu écartées, la musique sacrée, la peinture mythologique. Là, c'était l'idée de trouver des œuvres d'art où la musique est là à part entière. C'est ça, la problématique, c'est ça, c'est vraiment de montrer la musique à part entière, la musique en tant que sujet et pas en tant que prétexte. Il y a une vraie histoire économique
et sociale de la fabrication d'instruments de musique qui s'installe à cette fin du 19e siècle. Et il y a une vraie exigence de performance pour pouvoir écouter de la musique. Pourquoi? Parce que là, j'explique plus la clôture de cette période, mais dans les années 1860, en gros, tous les instruments à vent, les guitares, les pianos qu'on utilise sont très proches de ceux qu'on a aujourd'hui. Steinway, c'est 55 brevets dans ces années-là sur le piano qui vont faire le piano moderne. La guitare, c'est la guitare espagnole qui va s'installer avec la table en éventail, les clés à pivot, un certain nombre d'inventions qui vont en faire la guitare classique qu'on peut encore jouer maintenant quand on va dans les écoles de musique. Les instruments à vent, c'est les clés Böhm, les systèmes Sattler, de pistons, de trombones à coulisses, etc., qui vont installer tous ces instruments dans la modernité et se diffusent. Petit à petit, ils vont apparaître dans les conservatoires, d'ailleurs, qui se multiplient aussi, les salles de concert qui se multiplient. Et pour écouter de la musique, on n'a pas le choix, il faut faire une performance, il faut soit jouer à la maison, soit aller dans des salles, des lieux de concert. Et en 1877, il y a un certain Edison, avec d'ailleurs l'aide de Charles Cros, vraisemblablement, qui invente le premier phonographe, le premier cylindre qui permet d'enregistrer et de diffuser, c'est encore un peu problématique de la musique. Et d'ailleurs, une vingtaine d'années plus tard, ils vont commencer à développer un peu plus le système, à lui apporter un certain nombre d'améliorations. Et ce système de musique enregistrée et de diffusion musicale va mettre énormément de temps à se standardiser et à arriver dans les foyers. Et finalement, le contour, la fin de l'exposition, c'est plutôt un peu à l'aube de la Première Guerre mondiale, parce qu'au moment de la Première Guerre mondiale, on a à la fois une diminution des préoccupations de divertissement et de loisirs et de s'orienter vers la musique. On a une fermeture d'un certain nombre de lieux de concert, que ce soit des cafés-concerts ou des grandes salles. Et en même temps, une fois la Première Guerre mondiale passée, on va avoir le gramophone qui va arriver dans les salons, qui va remplacer le piano, qui va prendre la poussière dans un coin, qui va devenir un simple meuble. Et puis à partir de 1928, on va avoir la TSF qui va trôner dans le salon, comme aujourd'hui trônent les télévisions. Donc il y a un cycle très cohérent dans cette période-là, très, très resserré entre cette profusion de lieux où la vie musicale s'exprime et l'unique moyen d'atteindre cette écoute, c'est la performance. Il y a un lien très fort. Mais est-ce que, pour le visiteur qui n'aurait pas encore une idée bien précise des choses, est-ce qu'on va rencontrer dans cette exposition uniquement les élites des sociétés occidentales, ou est-ce que ça va dépasser un petit peu ce cadre-là? Là où la peinture reflète ce qui se passe en musique, c'est que justement, les artistes qui s'intéressent à la vie musicale s'intéressent à une forme de continuum qui va de la musique de rue, de la musique populaire des fanfares, de la musique des cafés-concerts jusqu'à l'opéra et au ballet, qui sont les formes les plus élitistes. Et puis la petite fille qui joue du violon, probablement faux à la maison, je plaisante là-dessus, mais voilà, l'étude du violon un peu douloureuse, un peu difficile, jusqu'à la grande dame qui tient salon dans une bonne famille bourgeoise. Alors après, il y a un certain nombre de phénomènes, c'est toujours les problèmes des expositions. Il y a des phénomènes qui sont très représentés, par exemple les saltimbanques, les cirques ou les bals populaires. On n'a pas pu forcément avoir toutes les œuvres qu'on voulait, donc la représentation, elle est l'objet de choix et l'objet de contrainte. Il y a des phénomènes qui sont un peu sous-représentés. Et c'est vrai que les grandes dames aristocratiques sont un peu là en force, mais il faut dire aussi que le piano, le phénomène de l'éducation musicale et de la présence de la musique dans le foyer bourgeois est quelque chose de considérable et de très très prisé et très très peint. Alors, vous disiez, une exposition, elle est forcément nécessairement faite de choix. Alors, quel a été un petit peu votre critère, je dirais presque du point de vue géographique, dépasser les frontières de la France de l'époque, c'était un de vos soucis, j'imagine, Frédéric Franck? Oui, on ne pouvait pas se contenter de parler de la France parce qu'on trouve des échos qui sont à peu près les mêmes dans tous les pays occidentaux. Grosso modo, on est sur l'Europe et les États-Unis et on a quelques peintres américains, quelques peintres danois, britanniques. C'est un univers belge, évidemment,
C'est un univers très cohérent et il se passe à peu près les mêmes phénomènes un petit peu partout, hein. Quand on pense par exemple à l'ouverture des grandes salles de concert, le théâtre du Châtelet, théâtre de la Ville à Paris, c'est 1861-62, l'opéra du Palais Garnier 1875, et si on va en Belgique, l'opéra de la Monnaie qu'on voit dans une des œuvres a rouvert en 1855 suite à des travaux. En Grande-Bretagne, le Royal Albert Hall, c'est 1871 ou 72. À Vienne, la Musikverein, c'est dans ces années-là. Donc on est dans un phénomène qui dépasse les frontières, qui se produit, et d'ailleurs c'est souvent lié aussi aux conditions de production. J'ai l'impression d'employer un terme marxiste, mais c'est un peu ça, aux conditions de production de la musique, c'est-à-dire que ces instruments de musique qui se diffusent, ils voyagent, un certain nombre de notions musicales, que ce soit le wagnérisme, que ce soit les leçons du traité de Berlioz, qui sont adaptés par un grand compositeur belge, se diffusent et dépassent les frontières. La musique, elle va dépasser les frontières et elle va se structurer un peu de la même façon dans tous ces pays, et tous les mêmes phénomènes vont y apparaître. Les mêmes engouements ou les mêmes détestations vont se retrouver à des périodes différentes. Alors, si on renverse ces perspectives, les peintres qui traitent de sujets musicaux, ils ont un rapport, les peintres impressionnistes et même un peu au-delà, ils ont un rapport spécifique à la musique. Et comment qualifier cette spécificité éventuelle? Il y a des peintres qui sont de purs mélomanes par leur éducation. C'est le cas de Degas, c'est le cas de Manet, qui ne sont pas musiciens par ailleurs, mais qui sont des mélomanes affirmés. Et là encore, qui attrapent tout. Chez Manet, c'est très impressionnant parce qu'on a vraiment dans son œuvre un vaste aperçu de la vie musicale dans toutes ses composantes. On a le café-concert avec le boc de bière, comme disait Debussy, et puis on a l'opéra, on a le bal masqué, on a le vieux musicien de rue, on a le chanteur espagnol, on a toutes sortes de choses, la dame au piano. Voilà. Chez Degas, on a aussi un sens de la musique qui a été transmis par son père. Et puis il y a d'autres artistes comme par exemple Sargent ou Eva González, qui sont à la fois peintres et musiciens en même temps, qui ont la double casquette, la double compétence, et qui ont du talent dans les deux domaines, même s'ils sont plus connus pour la peinture que la musique, mais en tout cas dans les archives, dans la correspondance qu'on a de ces artistes, on sait qu'ils étaient assez doués. Et puis il y a ceux qui sont entre les deux, comme de façon assez étonnante, Gauguin, auquel on ne penserait pas spontanément, mais qui s'intéresse à la musique, qui fait souvent des parallèles dans ses écrits entre la peinture et la musique. Et c'est le cas aussi des néo-impressionnistes comme Theo van Rysselberghe, néo-impressionniste belge. Ils vont rechercher des parallèles, eux, ils vont aller peut-être un peu plus loin dans la démarche intellectuelle, mais faire des parallèles entre l'acte de peindre et l'acte de jouer de la musique. C'est une forme on n'est pas encore dans des conceptions très intellectualisantes de la synesthésie ou de l'art total, ça viendra un petit peu plus tard, mais on a une certaine vision, une certaine idée de la musicalité de la peinture. Vous écoutez Au Miroir de Clio, l'émission d'histoire de Radio Campus Rouen. Aujourd'hui, Luc Dérault s'entretient avec Frédéric Franck, directeur général du Musée des Impressionnismes Giverny. Alors, ce que je vous propose maintenant, Frédéric Franck, c'est peut-être de faire, alors, ce qui radiophoniquement est un peu baroque, une espèce de visite virtuelle de l'exposition dont vous avez assuré le commissariat avec Belinda Thompson. Alors, il y a une œuvre clé qui est présentée au début de l'exposition, qui est une œuvre d'Édouard Manet, qui s'appelle Nature morte, guitare et chapeau. Alors là, moi, il y a un petit mystère. Pourquoi avoir choisi cette œuvre-là ? Qu'est-ce qu'il y a de fort et qu'est-ce que ça impulse peut-être dans la lecture du chemin qu'on traverse quand on visite cette exposition ? Premier élément, la figure de Manet. L'intérêt pour la musique dans toutes ses composantes, c'était le message de l'exposition Tintamarre, cette sorte de continuité entre tous les aspects de la musique. Deuxième élément, c'était le dessus de porte de son atelier, où il peignait rue Guyot, donc à Paris.
Et donc, quelque part, ça plaçait d'emblée la peinture de Manet sous les auspices de la musique. Troisième élément, c'est la guitare. La guitare qui est à la fois l'objet hispanisant par excellence, à une période où, en musique comme en peinture, on est fasciné par l'Espagne. On peut penser à Carmen pour la musique ou à la suite espagnole de Chabrier. On peut penser à de très nombreuses œuvres de Manet ou de Renoir pour la peinture. En France, en tout cas, et même dans d'autres pays, on est assez fasciné par la culture espagnole. La guitare, instrument hispanisant, c'est dans l'esprit de l'époque. Et puis, c'est un instrument moderne aussi, c'est un instrument relativement récent dans cette forme-là. L'instrument, il est codifié et il est véritablement, il acquiert sa forme actuelle à la fin du 19e. Et il y a eu au début du 19e, avec les guitares plus petites que celles qu'on voit sur ce tableau, des guitares romantiques, ce qu'on a appelé la guitare romanie. Donc le 19e siècle, on pense au piano plus spontanément, mais c'est surtout le siècle de la guitare romanie, pour au moins jusqu'aux années 1860. Donc voilà, ces trois éléments, l'artiste en lui-même, le fait qu'il place la peinture sous les auspices de la musique, et puis le côté très moderne et très contemporain. Et la dernière chose qu'on pourrait ajouter aussi, c'est que souvent on parle de la peinture impressionniste ou de la période impressionniste comme une rupture radicale dans l'histoire de l'art. Regarder cette peinture-là sous l'angle de la musique, ça permettait de voir que la peinture, c'est non seulement des sujets, mais ce sont aussi des sources, et que bien souvent, il n'y a pas un rejet total, mais ça on le sait maintenant, enfin beaucoup d'historiens d'art le disent très clairement, mais il n'y a pas un rejet total ni des artistes qui étaient autour d'eux et qui faisaient un autre style, ni de leurs maîtres, ni des maîtres anciens. Et la nature morte avec l'instrument de musique de Manet, ça ramenait aussi à des sources plus anciennes, comme Chardin et ses natures mortes d'instruments de musique, le côté panier avec l'instrument, et ça marquait aussi ce passage du temps, une nature morte avec un instrument de musique. C'est une autre façon de rappeler la fuite du temps dans l'esprit de la nature morte. Alors la première salle s'appelle Divertissements musicaux. L'idée c'était de rappeler que la musique était très présente dans l'espace public à la fin du 19e et au début du 20e siècle, c'est ça. Alors on voit par exemple le rôle des fanfares, de musiciens qui se produisent dans des cours d'immeubles. Enfin voilà, vous avez choisi une espèce de galaxie, de variété pour montrer la place de la musique par différents biais finalement, Frédéric Franck. Exactement. La fin du 19e siècle, c'est vraiment l'apogée d'un certain nombre de phénomènes qui parfois ont démarré assez tôt, mais les fanfares, les musiques des grands corps comme la garde républicaine ou les harmonies et les orphéons qui sont des ensembles choraux, donc on a un peu exclu parce qu'on était vraiment focalisé sur l'aspect moderne des instruments de musique, on a exclu la voix qu'on pourrait considérer comme un des plus grands instruments de musique, mais tous ces ensembles-là commencent à se constituer dans les années 1830. Et après la guerre franco-prussienne en France, mais c'est le cas aussi en Grande-Bretagne, en Belgique, en Allemagne, il y a un véritable foisonnement des ensembles musicaux comme ça, qui vont à la fois participer à l'éducation musicale des plus jeunes, qui vont participer, être un peu instrumentalisés pour faire pour flatter le sentiment de collectivité dans les contextes de commémoration nationale, dans des États-nations qui se cherchent et qui cherchent à se constituer. Et c'est un exemple de phénomène qu'on a, mais on a aussi, avec la création des immeubles haussmanniens à Paris et de leurs cours, mais d'autres configurations dans l'architecture globale de la fin du 19e siècle en Occident, on va avoir l'émergence de musiciens de rue qui vont saisir cette opportunité de théâtre naturel que constituent les grandes villes pour se produire. On va avoir le développement à la fin du 19e siècle du cirque, hein, le cirque dans le sillage de la Commedia dell'arte qu'on retrouve aussi avant dans l'histoire de l'art. C'est un phénomène relativement récent et moderne. Les foires, les cirques, tels qu'ils se présentent à la fin du 19e siècle, c'est aussi des spectacles musicaux et qui envahissent les villes, qui vont aussi dans les villages et les campagnes. Phénomène très important. L'opéra aussi connaît son apogée à la fin du 19e siècle. Donc tous ces divertissements connaissent leur apogée à ce moment-là. L'opéra au 19e siècle, c'est d'abord Verdi, extrêmement populaire, qu'on chante même dans les cafés-concerts, d'ailleurs pas seulement dans les opéras. Et c'est surtout Wagner qui va pousser le genre
son comble aussi. Et voilà, tous ces styles. Et quand on regarde bien, les lieux, que ce soit les cafés-concerts, que ce soit les opéras, que ce soit les kiosques à musique, toutes ces constructions se font à la fin du XIXe siècle dans un certain nombre de cités européennes, de métropoles. Et voilà, donc il y a un phénomène de plus grande présence de la musique qui était avant plutôt quand même l'apanage des aristocrates dans l'espace public en général et dans toute forme de style et de moyens d'expression. Alors, on ne peut pas citer tous les tableaux évidemment qui sont présents dans cette première salle ou dans ce premier espace, mais moi j'ai été vraiment marqué par l'enfant de troupe d'Eva González. On parlait de la musique dans les cours d'immeubles. Alors il y a un formidable tableau qui est un tableau du Petit Palais, je crois, d'Albert Bartholomé qui date de 1883 et qui nous présente 3 musiciens dans une cour d'immeuble. Enfin, une scène avec une profondeur, une densité assez extraordinaire, Frédéric Franck. Albert Bartholomé était un peintre qu'on appellerait plutôt naturaliste, mais très proche d'Edgar Degas, qui est devenu célèbre pour avoir, à la mort de son épouse en 1887, arrêté définitivement la peinture pour se consacrer uniquement à la sculpture. Et il a réalisé le grand monument aux morts du cimetière du Père-Lachaise à Paris, inauguré en présence de plus de 98 000 personnes à l'époque. Donc c'était quelqu'un qui a été très populaire en tant que sculpteur. Et là, on redécouvre sa peinture, une peinture très descriptive, très fine, avec un sens du chant, un sens des ombres, un sens un vrai rythme. C'est assez amusant en fait, parce que quand on travaille sur un projet d'exposition avant, on va voir des œuvres évidemment, c'est notre travail, on essaie d'aller les voir au maximum, mais on ne les a pas toujours dans l'œil, et au moment où on les accroche et on les met en contexte, on trouve que certaines œuvres qui ont des sujets musicaux se trouvent avoir des rythmes dans la composition, des axes, des lignes qui leur donnent des qualités très musicales. Et c'est le cas de ce tableau-là que je trouve à la fois enjoué et puis avec certaines dimensions un peu tristes, un peu pathétiques, et qui est en même temps très musical. Bon, alors poursuivons notre visite virtuelle. Donc la deuxième salle s'appelle Au Salon. Alors vous avez insisté notamment sur l'importance des leçons de musique. C'était un des objets de cette salle. Et la grande diversité d'instruments et aussi les acteurs sociaux différents qui sont mobilisés par ça. Les enfants, les hommes et puis beaucoup les femmes finalement qu'on voit souvent représenter. La vie musicale au foyer est importante, Frédéric Franck. Oui, en tout cas, c'est ce qu'un certain nombre de bourgeois veulent laisser penser, donner à paraître. Mais c'est vrai que ça devient, dans les bonnes familles, entre guillemets, l'éducation musicale devient un enjeu considérable. Et à la fois, il faut que les enfants, filles et garçons fassent leur gamme, si on peut dire, et il faut que les maîtresses de maison soient capables de tenir salon, de divertir leurs hôtes en faisant de la musique, et en faisant de la musique aussi qui va venir comme l'illustre un tableau de Renoir d'un certain nombre d'éditeurs qui vont faire qui vont faire leurs affaires à cette époque-là, qui vont développer des véritables business autour des transcriptions pour piano des grands airs d'opéra notamment. Et Georges Hartmann fait partie de cela, et son épouse est représentée ici par Renoir. Et donc les femmes doivent se plier à cette nouvelle discipline. Il faut dire que même si nombre d'entre elles posent avec le piano, ou si les enfants posent au piano, il y a aussi une pratique qui va se répandre, qui va consister à louer les services d'une jeune femme pour tenir le piano quand on reçoit des invités. Donc tout n'est pas uniforme et univoque, mais c'est vrai que le rôle des femmes dans le foyer passe aussi par là. Alors là encore on retrouve, j'allais dire Manet, mais plutôt même les Manet, puisqu'on a la leçon de musique par Manet dans cette salle, c'est un tableau de Boston je crois, et puis on a Julie Manet jouant du violon, une peinture par Berthe Morisot. Alors Julie Manet, c'est la nièce d'Édouard Manet, donc la fille de Berthe Morisot et du frère d'Édouard Manet qui s'appelle Eugène je crois. Donc là on retrouve finalement les Manet, finalement le Manet c'est aussi, Manet ou la galaxie Manet, c'est une espèce de fil conducteur un peu dans votre exposition.
tout à fait. Manet a eu une importance considérable. On peut faire d'ailleurs le lien avec d'autres artistes qui sont dans cette galerie, que ce soit Stevens, Whistler, dont il a été assez proche, Renoir aussi. Dans son sillage, Manet a impulsé beaucoup de choses. Et puis évidemment, le portrait de Julie Manet, qui est la jeune femme adorée par ses parents, qui sont tous deux issus du milieu bourgeois, et qui va être un véritable réceptacle de toute cette culture artistique, musicale, qui va apprendre le violon, la mandoline, etc. Cette image de Julie Manet, elle est très belle parce que c'est aussi le moment où elle est en deuil de son père Eugène Manet, le frère d'Édouard qui vient de mourir. Et elle joue du violon. Il y a aussi une association entre le violon et une humeur plutôt triste. Et au fond de la composition, il y a d'un côté un portrait de sa mère, Berthe Morisot, par Édouard Manet, et de l'autre côté, on a un tableau qu'on n'identifie pas très bien, mais dont on sait que c'est un portrait de son père, Eugène Manet, par Edgar Degas. Alors, on reste dans cette galaxie. Alors poursuivons toujours notre petit périple dans l'exposition. On arrive au troisième espace. Alors là, vous évoquez un ailleurs musical. Et quelle était votre perspective dans cet espace? Qu'est-ce qu'il s'agissait de montrer, Frédéric Franck? On prenait un peu le contre-pied de ce qu'on avait fait depuis le début de l'exposition, parce qu'effectivement, on l'a dit, on montrait surtout l'amour du lien entre musique et modernité, musique et époque contemporaine. Mais la peinture de cette époque-là, tout comme la musique d'ailleurs, c'est la recherche de sources. Il y a un fantasme sur un idéal un peu primitif, pastoral ou exotique. Il peut prendre plusieurs formes, mais en tout cas, il y a la recherche de cet ailleurs idéal. Et au XIXe siècle, ça va passer par des courants de fascination successifs pour des ailleurs. Il va y avoir d'abord l'orientalisme, donc le japonisme, et évidemment en musique, ce qui va jouer un rôle considérable, c'est l'hispanisme. Donc on essaie de montrer ici, à travers quelques œuvres, comment ce goût pour l'Espagne en peinture, en musique, avec des influences diverses et des vases communicants, a impacté une véritable production, et en mettant en face du motif de la jeune fille au piano, qui est celui de la deuxième galerie, le motif du guitariste espagnol, qui est le motif récurrent, l'autre grand motif récurrent musical. Et puis il y a un ailleurs musical qui n'est pas forcément exotique, mais qui est comme chez Gauguin, avec le joueur de flageolet, qui est en fait un joueur de bombarde sur la falaise au Puldu, la recherche d'une forme de pulsation primitive de la musique, et dans le même temps, d'ailleurs, lui, sa quête, c'est cette recherche de ce qu'on appellerait autrement le bon sauvage, ou le lieu un peu pur de toute pollution de la civilisation, qu'il va aller chercher aux Antilles, en Bretagne, et plus tard en Polynésie. C'est cette quête-là qui se retrouve à la fois sur le plan musical et sur le plan pictural dans son œuvre. D'accord. C'est aussi dans cette salle qu'il y a Claude au flutio par Henri Manguin. Exactement. Voilà, on est dans un écrin de verdure avec un instrument très simple, la flûte qui est quasiment l'instrument originel. Les plus vieux instruments de musique qu'on a trouvés, je crois que ce sont des flûtes qui datent de 35 000 ou 40 000 ans, des flûtes en os. Il y a ce côté dans la flûte ou dans l'instrument avant de cet instrument très simple, ce qui n'est pas toujours le cas en vérité, mais un instrument très simple, très primitif. Donc voilà, il y a ce côté association à une pureté et à la pureté d'un paysage. Et Manguin était aussi intéressant parce que on n'a pas franchi le cap d'aller dans des artistes d'avant-garde, des avant-gardes qui vont succéder aux impressionnistes, des artistes très modernes, mais ce tableau-là, il ouvre un peu la porte sur du Picasso. Il fait irrémédiablement penser au maître qui va suivre. D'accord. Alors, on arrive dans le quatrième moment, qui s'intitule Convergence, un joli mot pour essayer de qualifier ces rapprochements finalement entre peinture et musique. Donc tous ces liens finalement familiaux, amicaux entre peintres et musiciens, et vous avez choisi finalement plusieurs exemples. C'était ça un peu la thématique de cet espace-là. Ouais. On a trois déclinaisons en fait de ces convergences, plus ou moins fortes, mais d'une part
le fait que dans les grandes expositions, même les plus petites d'ailleurs, qui sont organisées à cette époque-là, il devient vite indispensable aussi de produire de la musique, d'avoir des performances musicales. C'est le cas du groupe des Vins à Bruxelles, et de la Libre Esthétique ensuite, où vont sévir notamment les Sœurs Sept, dont on a des représentations par Van Rysselberghe, qui vont être très proches de ces cercles artistiques, et donc notamment Irma Seth, qui va devenir une grande violoniste, une professeure de violon à la Hochschule de Berlin à la fin du 19e siècle. Elle est représentée par un très beau portrait magnifique. où on a la main de l'auditrice qui est dans le prolongement de celle qui tient l'archet. Enfin, on a une très belle notion d'écoute évoquée très subtilement. On sait qui c'est, cette auditrice, ou il y a un mystère? C'est un mystère total. Un mystère total, d'accord. Ouais. On ne voit que sa main, on n'a pas pu identifier la main. Et donc il y a cette évocation de ces musiciennes qui ont marqué un certain nombre d'expositions de peinture qui avaient lieu en janvier chaque année à Bruxelles. Et d'un autre côté, on a fait des rapprochements plus d'affinité et de proximité familiale ou amicale, parce qu'effectivement, phénomène social de la diffusion musicale, les artistes se retrouvent souvent soit à avoir la double compétence comme Eva González qui est peinte ici par Stevens au piano, soit à fréquenter assidûment compositeurs et musiciens, comme c'est le cas de Degas et de Toulouse-Lautrec avec le bassoniste Désiré Dio, les musiciens de l'opéra tels le violoncelliste Pilet, et puis la sœur de Désiré Dio, Marie Dio, qui joue dans les concerts colonnes, qui a son tableau ici présenté, 2 tableaux qui ont été faits d'elle à 20 ans d'écart, un par Degas et un par Toulouse-Lautrec. Voilà, c'est des cercles qui se créent, qui ont une véritable signification, qui ouvrent des portes sans arrêt sur des nouveaux musiciens et des nouvelles rencontres. Et puis la troisième dimension, ça va être, et là on a choisi de mettre en avant Pierre Bonnard, les collaborations qui vont se faire entre des artistes et des musiciens ou des compositeurs. Claude Terrasse c'est le beau-frère de Pierre Bonnard, il est au départ maître de chapelle à Lyon, il va devenir compositeur d'opérette, et ils vont travailler ensemble avec un certain délice et avec beaucoup d'innovation sur des illustrations de partitions, illustrations de méthodes de solfège, le petit solfège illustré qui va être un peu le best-seller de l'époque en la matière, entre guillemets, à une époque où la gravure, la lithographie en couleur en plus révolutionne vraiment l'idée d'illustration. On va avoir ces collaborations entre des artistes et des musiciens, non seulement d'ailleurs pour les partitions et les méthodes, mais aussi pour des projets d'affiches ou des projets d'illustration d'ouvrages, de vulgarisation musicale par exemple. Alors, cet espace-là est toujours adossé un cabinet d'art graphique, en fait. Qu'est-ce que vous avez souhaité mettre en valeur dans cet espace-là, qui est plus réduit? Donc, si vous voulez, on change vraiment, il y a un changement de volume, là. C'est net, donc c'est plus intime aussi. Oui. Cet espace, il réunit des dessins qui, souvent pour des raisons de conservation, ne peuvent pas trouver leur place dans les autres espaces. Donc, il y a un très beau dessin préparatoire de Fantin-Latour pour Autour du piano. Il y a une grande exposition Fantin-Latour actuellement à Grenoble, donc c'était pas possible d'avoir Autour du piano qui est quasiment le must. Donc le musée d'Orsay nous a fait l'amitié de nous prêter ce très beau dessin qui est vraiment l'illustration de cette idée de groupe artistique qui dépasse la discipline. C'est-à-dire qu'on a Chabrier au piano, on a Vincent Dindy à côté, on a des amis poètes, musiciens qui sont dans l'entourage du peintre Fantin-Latour. Autre exemple de dessin, c'est un rare dessin de Van Gogh un sujet musical. Il a fait en 1887, alors qu'il était à Paris, vraisemblablement, on sait par sa correspondance assidue qu'il fréquentait les concerts Lamoureux. Donc c'est probablement les musiciens des concerts Lamoureux qu'il a dessinés en essayant de se mettre quasiment dans la fosse d'orchestre. Et puis, à côté de ces dessins,
on a réuni dans la galerie un ensemble de partitions, d'illustrations de presse, d'affiches pour les cafés-concerts qui renvoient à la première partie, et puis aussi pour un peu terminer sur une autre des raisons pour lesquelles on a fait cette exposition à Giverny. Il y a aussi 3 instruments à vendre du savoir-faire local issu du bassin de la Couture-Bousset, qui était à la fin du 19e un des hauts lieux de la fabrication de hautbois, de clarinettes et de flûtes. Donc il y avait la nécessité, comme on faisait ça dans l'Eure à Giverny, d'avoir un témoignage de ce savoir-faire local, à côté des estampes de Vallotton sur les instruments de musique que je n'oublie pas et qui sont formidables. Alors, bon, on arrive au terme de cette émission. Peut-être si vous aviez une ou 2 œuvres qui représentent pour vous une forme de, je sais pas, de coup de cœur, j'utilise cette expression peut-être un peu toute faite, que vous avez peut-être redécouverte ou découverte, ou pour laquelle vous avez un attachement particulier, ce serait laquelle ou lesquelles, Frédéric Franck? Difficile à dire peut-être, je ne sais pas. Oui, il y en a une dizaine qui se déchirent dans le cœur. Oui, j'adore le portrait de la sœur de Bonnard par Bonnard. J'aime beaucoup le tableau qui fait l'affiche de Whistler. J'aime beaucoup le petit Vuillard ou même le petit Degas, des petits formats qui sont vraiment très très beaux. Mais mon coup de cœur absolu à moi, et c'est un artiste que j'adore, c'est un tableau du peintre danois Wilhelm Hammershøi, qui représente un violoncelliste qui est en fait le fils de son mécène, de son principal mécène. Et ce tableau me touche et dit aussi combien un certain nombre des artistes que l'on présente ont vraiment la musique en ligne de mire et au cœur, parce qu'il est presque autant le portrait du violoncelle lui-même, qui est un très bel instrument ancien, un instrument qui datait de 1730, qui était de l'école de Crémone. Il est presque autant le portrait du violoncelle que du violoncelliste lui-même. Et je trouvais ça très très beau comme idée d'évoquer la musique finalement en faisant le portrait d'un instrument. Ça ouvre une porte aussi, parce que moi c'est aussi ce qui m'a motivé. J'ai une sorte de fascination pour les instruments de musique en tant qu'objet. Je trouve que c'est des très beaux objets, et des objets qu'on a envie de prendre, qu'on a envie de tester, qu'on a envie de jouer. Il y a cette idée de jeu qui est presque puérile. Et voilà, ça m'a fasciné qu'il y ait quelqu'un dans cette veine-là qui s'intéresse autant à l'instrument, parce que quand on pense aux figures d'instruments sans musicien, on arrive tout de suite au cubisme analytique, aux clarinettes et aux guitares de Picasso, de Juan Gris, etc. Donc on est déjà passé dans une autre époque, même si chronologiquement on est très très proche. On est déjà passé dans autre chose. C'était Au miroir de Clio sur Radio Campus Rouen. Luc Dérault s'entretenait avec Frédéric Franck, directeur général du musée des impressionnismes Giverny.